On se retrouve aujourd'hui pour un tag, il s'agit du Mid-Year Freakout Book Tag que j'ai vu récemment sur la chaîne de Cornelius, mais qui circule pas mal en ce moment sur YouTube, notamment dans le booktube anglophone, et qui est un tag qui est là pour faire le point au milieu de l'année sur les lectures qu'on a pu avoir depuis le début de l'année. Mine de rien, j'ai déjà lu 48 livres entre le 1er janvier et le 30 juin, donc ça fait pas mal de lectures et j'avais envie du coup de profiter de ce tag pour faire le point et voir si j'avais eu de bonnes lectures et vers quoi se dirigeait mon style de lecture cette année. Donc j'ai un petit peu regardé ça et sur les 48 livres que j'ai lus, il y en a 13 qui sont des non-fictions. Donc voilà, très clairement cette année je continue sur ma lancée de l'année dernière où j'avais lu beaucoup de non-fiction, je continue. Et en plus ça a été de très bonnes non-fictions, donc voilà, clairement j'aime ça. Non, pas 13, 14, j'ai oublié d'en compter une. Il y a eu aussi 3 recueils de poésie, donc ça c'est un petit peu nouveau, je crois que l'année dernière j'avais dû en lire un. Donc voilà, la poésie qui vient se glisser par-ci par-là. Et donc tout le reste ce sont des livres de fiction, donc fantasy, fantastique, contemporain, tout ça, un gros mélange de tout. J'ai pas trop regardé s'il y avait plus de fantasy ou de contemporain ou de fantastique, mais je pense que comme d'habitude il y a un petit peu plus de fantasy que d'autres choses. Donc ce tag se décompose en 11 questions. La première étant, quelle a été votre meilleure lecture jusque-là en 2021? Donc on est déjà mi-juillet et j'ai pas mal lu, donc j'exclus les livres que j'ai lus ce mois-ci, je m'en tiens vraiment à la première moitié de l'année. Et il y a eu plusieurs très bonnes lectures cette année, mais il y en a une qui est au-dessus des autres et qui a été en plus une lecture de début d'année. Il s'agit de Becoming de Michelle Obama, qui m'a énormément touchée, énormément marquée, que j'ai trouvé très bien écrite, très bien racontée. J'ai alterné entre l'audiobook et le livre papier en VO. Le cumul des deux, plus le documentaire qu'il y a eu sur Netflix juste après, ont fait que j'ai eu l'impression de me sentir proche de Michelle Obama, d'apprendre à la connaître, de voir les choses à travers son regard et de la suivre au quotidien, voilà, de suivre ses péripéties et de suivre sa vie et de m'émouvoir avec elle. Vraiment, elle a su me toucher et m'émouvoir au fil des pages. Voilà, j'ai eu des papillons dans le ventre quand elle nous racontait ses premiers rendez-vous avec Barack. J'ai stressé avec elle au moment des résultats des élections. J'ai vécu vraiment avec elle son quotidien. Elle m'a permis de m'amener avec elle, non seulement à la Maison Blanche mais aussi dans sa vie avant. J'ai aimé voir la manière dont elle s'est construite, parce que voilà, elle ne nous raconte pas uniquement sa vie en tant que première dame, mais aussi comment elle en est arrivée là et comment elle s'est construite. Et du coup, pourquoi et comment elle choisit ses combats et ce qui lui tient à cœur et comment elle fait ses choix. Et j'ai trouvé ça très très intéressant, très beau et très touchant. Donc c'était déjà une personne que j'admirais énormément et là je l'admire d'autant plus parce que les causes qui sont importantes pour elle sont aussi des choses qui sont importantes pour moi. Ces principaux combats qu'on va ressentir dans le livre sont l'éducation et notamment l'éducation des filles et des femmes, mais aussi la lutte contre le racisme, et ce sont voilà, deux thèmes qui me tiennent énormément à cœur. Et dans lesquels voilà, j'ai retrouvé avec elle sa colère et son impuissance qu'elle ressentait par moments et comment elle a changé ça en action. Et voilà, c'est extrêmement motivant. Et j'avais l'impression qu'au fil des pages, elle s'adressait directement à moi en me donnant de la motivation et en croyant en moi et en me faisant croire en moi-même et en me rappelant que j'avais la force en moi de faire ce que j'avais envie et de changer les choses. Et voilà, c'est extrêmement motivant et c'est extrêmement touchant. La deuxième question, c'est quelle a été la meilleure suite? Il s'agit d'une suite que j'attendais avec impatience et je pensais que c'était une fin de saga parce que j'avais loupé les dernières infos, mais non, ce n'en était pas une. J'ai lu Rebecca Keane, le tome 7 Amber Wrath de Cassandra O'Donnell. J'adore la saga Rebecca Keane. Je ne suis absolument jamais déçue par mes lectures de cette saga. Je ne suis même d'ailleurs jamais déçue par les lectures des livres écrits par Cassandra O'Donnell. Franchement, absolument à chaque fois. J'adore retrouver sa plume. Et là donc on retrouve Rebecca, le tome 6 était sorti il y a un petit moment maintenant. Donc c'est vraiment un plaisir de retrouver l'univers et de voir l'intrigue avancer. Et contrairement à ce que je pensais, se densifier et se complexifier au lieu de se dénouer. Parce que finalement ce n'est pas le tome final. Mais voilà, on a de grosses révélations, on a de grosses avancées dans l'histoire, mais on continue d'être happé dans cet univers, d'adorer, détester certains personnages, de détester en adorer d'autres, et on continue d'adorer suivre Rebecca Keane qui est une sacrée sadique, peut-être psychopathe, enfin elle n'est pas très nette quoi, elle n'est pas très nette, pareil pour sa famille, et pourtant je continue d'adorer l'adorer.
On a après un livre qui est sorti en 2021 et qui nous tente. Alors, il y en a pas mal, mais celui qui me tente le plus en ce moment, c'en est un qui est sorti en mai, que j'ai dans ma palle depuis, et il s'agit du Désert des couleurs de Aurélie Wallenstein. Je l'avais commencé avant de partir en vacances, mais j'avais été interrompue par mes voyages, donc voilà, j'avais pas pu l'amener avec moi dans ma valise. Donc je ne l'ai pas poursuivi, et là il faut absolument que je le reprenne parce que c'est Aurélie Wallenstein. C'est une plume que j'adore et toujours des sujets très très forts, donc celui-ci on est sur le sujet de la mémoire et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Surtout de me replonger dedans et d'aller un peu plus loin parce que j'avais lu une dizaine de pages, hein. Donc vraiment j'en étais encore à l'introduction et j'ai tellement hâte de le reprendre et de retrouver la plume d'Aurélie Wallenstein et de retrouver ces univers toujours un peu sombres, un peu torturés, mais toujours avec des thématiques extrêmement intéressantes. En 2021, la sortie que j'attends avec impatience, donc un livre qui n'est pas encore sorti, il s'agit d'un roman de Tia Wolf qui devrait sortir en septembre, et je ne peux pas vous en dire beaucoup. J'ai la chance de faire partie de ses partenaires, donc je sais qu'il y a un livre qui sort en septembre, mais je peux pas vous en dire plus, hormis que j'ai extrêmement hâte de le lire, qu'on est sur du roman contemporain et j'ai hâte de retrouver la plume de Tia Wolf parce que je ne suis absolument jamais déçue. Et en fait j'ai bêta lu ce livre là et il m'a fait pleurer, il m'a fait passer par toutes les émotions, il était extrêmement fort et extrêmement percutant pour moi, il résonnait beaucoup en moi par rapport à un vécu. Et j'ai très hâte de lire la version définitive puisque forcément comme j'ai fait une bêta lecture il y a eu des changements entre temps, mais j'ai tellement hâte de découvrir la version définitive en septembre et de tenir ce recueil entre les mains. Ensuite, ma plus grosse déception, ça a été un livre que j'ai lu dans le cadre de ma vidéo sur les recommandations, enfin les livres recommandés par Chris Evans. Et c'est un classique de la littérature américaine dont j'attendais, j'allais dire beaucoup, mais non pas tant que ça, mais bon, un minimum, qui est On the Road, donc sur la route de Jack Kerouac, qui est un roman autobiographique qui m'a posé beaucoup de problèmes. Voilà, c'était extrêmement dérangeant à lire, ça s'est pas du tout passé, donc non seulement j'ai pas du tout accroché à l'écriture, bon je l'ai écouté en audiobook donc peut-être que c'est un petit peu joué, mais en tout cas je n'ai pas du tout accroché à l'écriture et à la manière dont les choses étaient racontées, mais je n'ai pas non plus accroché à ce qu'on nous racontait, enfin vraiment tous les personnages étaient atroces. Il y avait beaucoup de choses problématiques, donc là où moi je m'attendais à voilà, un road trip, à voyager au travers des États-Unis, j'ai eu cette partie-là, mais aux côtés de personnages absolument odieux, donc ça a été une énorme déception. Surtout que comme il était recommandé par Chris Evans, je m'attendais vraiment à quelque chose de bien, puisque tous les autres livres de sa liste, je les avais adorés, et donc celui-ci a été vraiment d'autant plus décevant. Ma plus grosse surprise en 2021 ensuite a été Effroyable porcelaine de Vincent Tassi, qui est un roman paru dans la collection Château hanté des éditions du Chat Noir. C'est pour un public de 9-10 ans à peu près. Donc j'ai été surprise de retrouver un sujet que l'on voit très rarement, ou plutôt jamais, dans un livre jeunesse. Alors je ne peux pas vous dévoiler ce que c'est parce que sinon je vous spoil le livre, mais j'ai adoré voir ce sujet là dans ce livre pour enfants. Et bon, alors je ne suis pas surprise par la manière dont c'est traité parce que la plume de Vincent Tassi, je la connais, il y a un côté gothique assez sombre et en même temps très beau et très poétique qui ressort ici aussi, et donc ça, cette partie là ne m'a pas surprise, même si je suis absolument ravie et j'ai adoré ça, mais vraiment voilà, c'est le sujet qui m'a surprise, mais surprise positivement. Et donc j'ai vraiment adoré Effroyable porcelaine et je le recommande énormément parce que je trouve ça vraiment intéressant et important de lire ce point de vue et de découvrir ce sujet pour les plus jeunes. Ensuite, la question suivante, c'est une nouvelle autrice préférée en 2021. Et j'ai découvert la plume de Shirley Jackson dans We Have Always Lived in the Castle et j'ai absolument adoré. J'ai trouvé ce livre extrêmement bien écrit, j'ai vraiment accroché à la plume. Le point de vue, la façon dont c'est raconté sont un petit peu dérangeants et en même temps ils accrochent, on a envie de savoir, on a envie de suivre. On sait qu'on peut pas complètement faire confiance au narrateur et en même temps on peut pas s'empêcher de continuer de rentrer dans l'histoire et d'essayer de démêler le vrai du faux, l'interprétation de ce qu'il s'est réellement passé. Et voilà, j'ai vraiment adoré la plume, l'univers sombre et gothique était juste parfait et donc j'ai hâte de lire d'autres romans de Shirley Jackson. Ensuite, un nouveau personnage préféré. Alors là j'ai eu un petit peu de mal parce que finalement c'est assez rare que des personnages me marquent vraiment. C'est plus l'univers et l'enchaînement de ce qui se passe qui ont tendance à me marquer.
Mais si je devais en choisir un qui m'a plus marqué que les autres en 2021 pour le moment, je dirais Kali dans La Carte des Confins, écrit par Marie Replin. Donc dans ce livre on suit Kali qui est une voleuse et qui va s'embarquer sur l'Avalon, qui est le bateau pirate de Blake. Et donc on alterne les points de vue de Blake et de Kali et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Elle a un caractère un peu tout feu tout flamme que j'aime bien. Elle a ses côtés vulnérables et en même temps elle s'en sert comme des forces. Et voilà, elle est intéressante et elle a une évolution aussi qui m'a bien plu dans ce livre. Donc elle m'a bien marquée et c'est vrai que j'ai vraiment hâte de la retrouver dans le tome 2 pour voir comment elle va continuer d'évoluer. Et puis forcément c'est un petit peu le côté badass et le côté femme pirate qui me plaisent. Ensuite, un livre qui m'a fait pleurer en 2021. Donc j'ai peu pleuré depuis le début de l'année. Enfin j'ai peu pleuré, tout est relatif. J'ai eu l'impression d'avoir beaucoup plus pleuré en lisant des livres, regardant des films, des séries l'année dernière. Cette année j'ai l'impression que un petit peu moins, c'est peut-être un petit peu plus raisonnable, je ne sais pas. Mais pourtant il y a bien un livre qui m'a fait pleurer, il s'agit de Promesse tenue, le tome 1 en chemin de Erika Boyer. Donc j'aurais dû m'en douter parce que Erika Boyer me fait pleurer dans quasiment tous ses livres, ou au moins me met les larmes aux yeux. Mais dans celui-ci, il y a au moins une scène qui m'a fait pleurer, mais vraiment à chaudes larmes. C'était difficile, non seulement par rapport à ce qui se passe dans la scène, par rapport aux personnages qui sont concernés, mais aussi par rapport à la manière dont elle décrit les émotions des autres personnages et comment ils vivent la situation et comment ils y réagissent. Ça m'a énormément touchée, ça m'a bouleversée et voilà, Erika arrive vraiment à me toucher et à me transmettre les émotions à travers sa plume. Donc voilà, dans cette première moitié de 2021, c'est avec Promesse tenue qu'elle m'a fait pleurer, sachant que je viens de commencer Adèle et que je sens déjà que je vais probablement pleurer à un moment ou à un autre. Donc elle m'aura fait pleurer peut-être 2 fois dans l'année, au moins. Ensuite, un livre qui m'a rendue heureuse. Pour le coup, j'ai eu un petit peu plus de mal parce que je me rappelle facilement quand des livres me font pleurer, par contre qui me rendent heureuse. Enfin, il y a des livres qui me font rire, il y a des livres qui me font sourire, qui me font me sentir bien, mais heureuse c'est quand même un très grand mot, donc j'ai eu un petit peu de mal à trouver. Mais si je devais choisir, je dirais Untamed de Glennon Doyle, que j'ai écouté en audiobook dans le cadre d'une vidéo que je prépare sur les livres recommandés par Brie Larson. Donc c'est grâce à elle et un de ses podcasts que j'ai découvert Glennon Doyle et son livre Untamed, qui est un essai autobiographique dans lequel elle va revenir sur sa condition de femme, ce que ça a impliqué pour elle et comment elle s'en est libérée et comment elle continue en fait de s'en libérer et de travailler dessus chaque jour. Dans son couple, dans son changement de couple, dans sa famille, dans l'éducation de ses enfants, notamment de ses filles. Donc j'ai beaucoup aimé suivre ça et le ton qu'elle utilisait, puisque du coup je l'ai écouté en audiobook et c'était l'autrice elle-même qui le lisait et la manière dont elle le lisait en fait m'a beaucoup fait sourire, m'a fait me sentir bien. J'ai eu l'impression de vivre un petit peu les choses avec elle, mais dans leur partie positive. Une fois que voilà, le plus gros était passé, les difficultés étaient vaincues, elle nous emmène en fait dans la partie positive sur comment s'en sortir et comment se sentir bien derrière. Donc voilà, elle le prend avec optimisme, elle le prend sans la partie triste, déprimée, difficile de ce qu'elle a vécu. Elle nous emmène de l'autre côté de la barrière, ce qui a tendance à donner un peu de l'espoir et à voir les choses un peu plus positivement. Donc on peut dire que ça m'a rendue heureuse puisque ça m'a fait sourire, ça m'a rassurée sur des choses de ma vie et de mon quotidien aussi. Et ça m'a donné aussi des pistes de réflexion, ce que je trouve toujours très intéressant et ce qui me fait toujours plaisir quand je lis ce genre de livre. Voilà, et retrouver son discours féministe dans son quotidien et la manière dont en fait elle n'est pas une féministe parfaite et il a fallu du temps pour qu'elle évolue et qu'elle comprenne les choses et qu'elle les mette en place. Il y a un côté rassurant, voilà. Donc on peut dire que ça m'a rendue heureuse. Sinon dans un autre registre de livres qui m'a rendue heureuse, il y a Nuestros Nombres Olvidados de Carmen Pacheco et Laura Pacheco qui alors me rend heureuse non seulement parce qu'il est absolument sublime, mais aussi parce que c'est le livre qui me fait reprendre l'espagnol. Voilà, il m'a rendue heureuse parce que j'avais pas lu quoi que ce soit en espagnol depuis des années et des années et ça m'a permis de m'y remettre. Et j'étais contente de découvrir que je comprenais encore ce qu'il y avait dedans. Je suis encore capable de comprendre l'espagnol. Voilà, petite victoire personnelle. Et enfin, le plus beau livre que j'ai acheté en 2021. Donc j'aurais pu mettre celui-ci.
parce qu'il est absolument magnifique, mais je vous montre plutôt mon édition de Sherlock Holmes, donc l'œuvre complète de Sir Arthur Conan Doyle, où il y a donc toutes les nouvelles et tous les romans dedans. Et il est absolument magnifique, voilà, je le trouve trop beau. Même si je triche un peu parce qu'en soi je me le suis pas acheté, on me l'a offert, mais voilà, je pense que ça peut compter dedans. Et c'est une beauté, je le trouve absolument sublime, donc c'est très clairement le plus beau livre que j'ai acheté cette année. C'est peut-être pas le plus beau de ma bibliothèque parce que j'ai plusieurs livres vraiment très beaux, mais il fait partie des plus beaux, très clairement. Et donc voilà pour ce Media Freakout Book Tag, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne un petit aperçu de ce que j'ai pu lire et ce qui m'a marqué depuis le début de l'année. N'hésitez pas à répondre à ces questions ou à me dire en commentaire si vous connaissez certains livres, si certains vous font envie. Et puis à me dire vos pronostics pour la deuxième moitié de l'année. Est-ce que vous avez prévu de lire beaucoup? Est-ce qu'il y a des livres en particulier qui vous font envie? Et est-ce que vous pensez que je vais lire plus de non-fiction ou de fiction sur cette deuxième moitié de l'année? Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.